aussi très très intéressé pour savoir aujourd'hui ce que tu fais en tant qu'ambassadeur du numérique et nous expliquer un petit peu en quoi consiste ta vie professionnelle. Eh ben, écoute, j'espère qu'on va pas parler que de ça, mais ça peut être une manière de lancer la conversation. Exactement. Euh, Peut-être, bon, trois mots. Je connais pas mal de gens, je crois, dans la salle, et je t'ai connu comme star de l'open data dans les Landes. Euh, Moi, je suis tombé dans la révolution numérique en 1995. À l'époque, j'avais pas conscience d'être à ce point pionnier, mais maintenant, quand je me rends compte qu'il y avait 15 000 internautes en France et 10 000 sites web sur le monde, je me rends compte que finalement, c'était les tout débuts. Et j'ai créé une première boîte qui faisait des services numériques. Et puis petit à petit, on s'est spécialisé dans l'éducation numérique. Et puis j'ai eu une vie d'entrepreneur avec un vrai goût de l'action collective qui fait que pour les Parisiens, j'étais dans les fondateurs de Silicon Sentier, de la cantine de Silicon Sentier qui est devenu le MUMA, de Cap Digital, qui est le plus joli pôle de compétitivité. J'ai travaillé avec Télécom Paris-Tech, en prospective un peu, ce qui m'a donné un certain nombre de convictions que j'ai écrites dans un livre qui s'appelle L'âge de la multitude, il y a bientôt 10 ans. Et puis là, j'ai une chance incroyable, on m'a proposé de rejoindre l'État. D'abord pour porter la politique d'Open Data avec Etalab, qui a quand même été des grands moments de ma vie. Puis pour diriger la direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'État, qui était un peu la DSI groupe de l'État, mais du coup, en tant que DSI groupe, elle avait un regard quand même sur la conduite des grands projets, questions interministérielles, et un regard sur la transformation numérique. Et je ne vais pas être long, mais moi, en tout cas, j'ai essayé d'abord d'apporter des convictions qui venaient de ma pratique de patron de PME et de ma pratique de vieux mec du numérique. Donc je crois quand même, c'est vous qui direz, qu'on essaie de rappeler à l'État que pour ce qui nous occupe aujourd'hui, que l'open source, ça marche, et que l'autonomie stratégique de ceux qui ont le droit de réouvrir leur code et de le modifier eux-mêmes, c'est important, et que l'État, il devrait toujours rester en autonomie stratégique. J'ai aussi essayé de montrer que les méthodes agiles, ça marche mieux, et que ça permet d'épouser les usages réels et donc de mieux servir les usagers, et que pour faire ça, il fallait savoir recruter des profils bizarres, différents, et qu'un très bon développeur, même s'il vient au bureau en short déchiré et en trottinette, ça peut être quand même le meilleur développeur de la bande, et il faut que l'État sache accueillir des gens comme ça. Que la sous-traitance à outrance, ça fait que finalement on paye 10 fois trop cher, des choses qui finissent par rater leur cible, et qu'il faut quand même savoir faire des choses soi-même, et qu'on pouvait appliquer à notre profit et au profit de l'intérêt général ce qui est au cœur des stratégies des big tech, ces stratégies de plateforme, c'est-à-dire que si au lieu de croire que notre informatique elle est seulement faite pour des problèmes, et qu'on comprend que en faisant des petites briques, des petits modules très ouverts, très interopérables, réutilisables par d'autres, il comprend la peine de les exposer aux usages externes, aux innovateurs, aux citoyens. Eh ben, on peut créer un meilleur service public, à la fois parce qu'on fait de meilleure informatique en interne, et on crée plus de valeur et plus d'usages en externe. Donc, je crois que j'ai porté ça pendant 5 ou 6 ans. Je pense que certaines choses ont reculé un peu, d'autres ont continué très bien, et d'autres ont laissé de belles traces. Et on m'a appelé au Quai d'Orsay pour diriger la diplomatie numérique. Alors, je souris quand toi, comme beaucoup d'autres, vous dites que je suis l'ambassadeur du numérique. Parce que, oui, il y a des gens qui croient que je suis l'évangéliste du numérique dans l'État. Parfois, ça m'arrive. On est de moins en moins rares quand même, il y en a d'autres maintenant. Mais en fait, je suis ambassadeur pour les affaires numériques. Donc, c'est que je défends la France et pas le numérique dans des dossiers numériques. Et là, peut-être, je m'arrête 2 secondes parce que je vais arriver sur des choses qui sont peut-être moins familières. Mais je veux juste vous dire que quand on a vécu, comme moi et comme d'autres, dont certains dans cette salle, 25 ans d'histoire du numérique, c'est assez frappant de voir que finalement, il y a 25 ans, c'était quand même une affaire de geeks et d'innovateurs. Il y avait des gens qui disaient, mais alors,
qu'est-ce que je peux faire avec le lien hypertexte, qu'est-ce que je peux faire avec ci, est-ce qu'on va enseigner différemment, et si, et si, et si. Disons qu'il y a 15 ou 10 ans, c'était devenu aussi une affaire de disruption, et notamment de filières industrielles entières. La musique, le cinéma, la presse ont vacillé sur leur base, et puis la banque, l'assurance et beaucoup d'autres secteurs d'activité ont très peur de la révolution numérique. C'était l'époque où on citait beaucoup l'article de Mark Andreessen, Software is eating the world, le logiciel dévore le monde. Tout ça reste vrai, hein, mais je voulais juste partager avec vous que maintenant, il y a aussi une couche qui est vraiment de la géopolitique. C'est aussi devenu un terrain d'affrontement entre les États, un terrain de rapport de force. Je ne sais pas, je vous donne juste 3 exemples, mais vous voyez tous, comme moi, que les États-Unis et la Chine ont ouvert une course à la maîtrise de l'intelligence artificielle, mais en se disant que le pays qui serait le maître de l'intelligence artificielle serait en fait un peu le maître du monde, et que l'Europe, on essaye à la fois de suivre un peu la course quand même pour ne pas décrocher, mais on essaye aussi de dire qu'il faut une régulation de l'intelligence artificielle, qu'il faut qu'elle respecte les droits de l'homme, qu'il faut qu'on en parle tous ensemble, et puis qu'il faut peut-être veiller, ça va plaire à Nouvelle-Aquitaine open source, à ce que ce ne soit pas privatisé par 2-3 superpuissances, et qu'il y ait aussi quand même assez d'algorithmes en open source, de données pour éduquer les modèles, pour que quand même tout le monde ait le droit de faire de l'intelligence artificielle, même si elle n'a pas toutes les performances de celles d'Amazon ou d'Alibaba. Donc c'est un exemple d'enjeux géopolitiques. Les enjeux de gouvernance d'Internet, quand même, régulièrement, on se réunit pour dire, pour changer les règles de nommage ou les règles un certain nombre de règles de gouvernance d'Internet. C'est des enjeux auxquels les États participent. Donc c'est aussi en train de devenir, hélas, de la géopolitique. Je ne sais pas si tout le monde dans la salle a vu que la société chinoise Huawei, à l'Union internationale des télécommunications, a réussi à faire créer un groupe de travail pour discuter d'un nouveau protocole TCP/IP, dont les Chinois nous disent, regardez, il est beaucoup plus efficace que votre vieux truc là, bordélique et décentralisé. Et auquel nous on répond, il est peut-être plus efficace, ça reste à prouver, mais en tout cas il est moins résilient, et surtout il est plus contrôlable, parce que votre truc il est vertical, centralisé, et donc par exemple savoir comment on s'organise dans la conversation internationale pour défendre les principes de base de l'Internet qu'on connaît, hein, c'est un sujet de diplomatie aussi, puisque c'est un sujet de relations internationales. Pour vous donner deux derniers exemples, probablement la prochaine guerre mondiale, elle commencera par une frappe cyber, qui tapera d'ailleurs des hôpitaux, ou des aéroports, ou des banques centrales, pas forcément des infrastructures militaires. Les diplomates du monde entier travaillent pour essayer de s'entendre sur le fait qu'il faut appliquer le droit international dans le cyberespace et comment on va l'appliquer. C'est aussi un sujet de diplomatie. Et peut-être un tout dernier, donc je le dis là devant vous, parce que parfois la presse dit « Ah oui, c'est une diplomatie pour parler aux GAFA ». Donc non, ce n'est pas une diplomatie pour parler aux GAFA. Certains pays ont fait cette erreur. Le Danemark avait créé un tech ambassador qu'ils ont envoyé dans la Silicon Valley pour négocier avec les GAFA. Nous, les Français, comme d'ailleurs tous les Européens, maintenant, les Danois eux-mêmes ont changé d'avis. On ne traite pas les GAFA comme des États, et les GAFA et les autres, hein, parce que c'est une commodité d'appeler ça les GAFA. Mais en revanche, bien sûr qu'il va falloir trouver des manières de réguler la haine, les ingérences étrangères dans les élections, le terrorisme quand il utilise Internet, etc. Et que pour ça, il faudra s'assurer d'une coopération loyale des entreprises de la tech. Et en fait, pour ça, il faut des coalitions d'États qui disent la même chose. Sinon, on n'a aucune chance. On se fait atomiser. Et donc, il y a une partie de mon travail qui est consacrée aussi à la régulation des plateformes, notamment par les textes européens. Donc voilà, en fait, pour terminer de répondre à la question, le numérique maintenant, c'est aussi de la lourde géopolitique. Et il y a plein de gens au Quai d'Orsay qui travaillent là-dessus, dans plein de directions. Et maintenant, il y a un ambassadeur pour le numérique, à la fois pour coordonner tous ces gens-là et pour parfois représenter la France dans certaines instances. Et peut-être, pour lancer une perche pour les discussions qu'on va avoir avec vous, ce qui est intéressant peut-être, c'est qui me permet de boucler la boucle,
Donc, bien sûr, un des sujets qui nous préoccupe tous, en tout cas les diplomates et les gouvernements d'ailleurs, c'est la souveraineté numérique européenne. Est-ce que l'Europe peut être un continent qui n'est pas esclave, qui a de l'autonomie stratégique, qui peut décider de protéger les données personnelles, qui peut décider d'avoir une politique culturelle, etc. Pour faire ça, il faut avoir une sorte de puissance, d'autonomie, que nous, on appelle souveraineté. Alors, c'est dommage, ce mot, le problème, c'est qu'il est un peu ambigu. Donc, il y a des gens qui craignent que quand on dit souveraineté, ça veut dire qu'on veut contrôler Internet, parce que, bien sûr, quand les Russes ou les Chinois ou d'autres disent souveraineté, eux, ils parlent de mettre Internet sous tutelle. Donc, nous, on dit non, nous, on veut juste être libre dans Internet. Il y a aussi des gens qui se souviennent que trop souvent, en France, quand on a dit souveraineté, c'était en fait du protectionnisme déguisé, c'était pour protéger et sauver les boîtes françaises. Donc là, on dit non, c'est pareil, on ne parle pas forcément de sauver des canards boiteux qui ne vont plus bien, on parle juste d'avoir le choix. Et ce qui peut-être pourra vous intéresser, c'est qu'on a fait un gros travail depuis 2-3 ans pour convaincre les diplomates français, puis les diplomates des autres pays d'Europe, la Commission, puis que les communs numériques, alors que ce soit les logiciels libres, parfois l'open source, que ce soit les open data, que ce soit les grands modèles pour éduquer l'IA pour qu'elle comprenne le français, que ce soit OpenStreetMap, Wikipédia et les autres, en fait, c'est vraiment un levier de souveraineté. Parce que finalement, on était en train d'entrer dans un monde où il y avait des superpuissances incroyablement fortes, que parfois par commodité on appelle les GAFA. Et puis les Européens, on se disait toujours, mon Dieu, on est menacé d'être écrasé par des monopoles, alors il faut faire des contre-monopoles aussi forts. Et moi, je le répète depuis 3 ans que je suis au Quai d'Orsay, mais vous savez, on peut aussi rêver d'un monde où il n'y a pas de monopole du tout. Et pour ça, chaque fois qu'il y a une ressource qui est un commun, donc personne ne peut vous en exproprier. Donc en fait, vous êtes plus libre. Et c'est en train de prendre, et on travaille là, parce que pendant la présidence française de l'Union européenne, qui commencera le 1er janvier prochain, la France essaie de porter une initiative pour que l'Europe reconnaisse que l'existence et la pérennité des communs, c'est une partie intégrante de notre stratégie de souveraineté. Ce n'est pas la seule, Il faut aussi de la sécurité, il faut aussi une stratégie industrielle. Et voir, c'est notre rêve, en tout cas on y travaille, mais je ne peux rien promettre cet après-midi, que l'Europe s'organise pour être capable de financer les communs qui en ont besoin quand c'est nécessaire à leur pérennité. Voilà, Jean-Christophe, j'ai peut-être trop parlé, je ne sais pas. Écoute, mais je suis sûr d'une chose, c'est que j'ai donné 12 000 accroches possibles pour qu'on puisse lancer un débat. Écoute, non, c'était très très intéressant. Tu vois, il y a déjà des gens qui lèvent la main dans la salle, dont notamment un certain Stéphane Fermigier, que tu connais forcément, du Conseil national du logiciel. Je le connais, si vous saviez depuis quand je le connais et pourquoi, oui, c'était bien avant. Je crois que tu le connais, donc je vais le laisser prendre la parole. Je voulais simplement te dire avant, pour rebondir, qu'effectivement, au Beboost, on a parlé de souveraineté numérique, on a parlé de commun, on a parlé de data, on a parlé de cyber. Donc effectivement, ces enjeux-là, aujourd'hui, sont absolument déterminants pour la suite effectivement de la souveraineté de l'Europe, la souveraineté de la France. Et je passe tout de suite la parole à Stéphane qui veut échanger avec toi. Merci. Donc, Henri, tu as évoqué l'Europe et tu as évoqué la présidence française qui commence dans 2 mois et demi. Donc, c'est un sujet qui nous intéresse et qui nous préoccupe. La Commission européenne a sorti, il y a 2 ans et quelques, un document qui s'appelle Think Open et qui donne une stratégie open source pour la Commission, mais pour essentiellement les côtés internes à la Commission, les usages du logiciel libre au sein de la DigiConnect, donc essentiellement de la DSI de la Commission, avec plein de principes, plein de choses intéressantes, pas de politique industrielle, mais intéressant. On a tout récemment la Commission qui a publié une étude économique qui montre tous les bénéfices que l'open source peut apporter
à l'Europe, des gains de PIB, des gains en termes de création de start-up et d'emplois. Et on pense que c'est aussi un élément à apporter au débat. Et puis le député Philippe Latombe, il a sorti un rapport au début de l'été, et puis il est intervenu hier au Beboost pour confirmer qu'il voyait le logiciel libre comme l'un des piliers de ce qui pourrait être fait sur le sujet de la souveraineté numérique. Et j'ai aussi lu dans son rapport qu'il y a plus d'une dizaine, peut-être une quinzaine de propositions qui concernent directement le niveau européen. Donc ma question concrètement, c'est dans le cadre de cette présidence française de l'Union européenne, et aussi dans le cadre des différentes régulations qui sont en cours de négociation à Bruxelles, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les intentions de la France et comment ça va se passer pour le libre les 6 mois de présidence européenne? Malheureusement, je ne peux faire qu'une réponse partielle. Après, on peut creuser, on peut aussi s'organiser entre amis pour aller creuser un peu plus. Parce qu'il faut quand même que vous réalisiez que... Enfin, moi, je suis au Quai d'Orsay et je m'occupe de relations internationales. Donc, je n'ai pas une vue sur l'ensemble des dossiers numériques de la présidence française. Et par ailleurs, comme vous le savez, une présidence, la Commission, fort heureusement, elle ne change pas tous les 6 mois. Donc, il y a des agendas européens qui sont portés par des commissions successives. Et puis, la présidence, bien sûr, elle peut hâter des choses, en faciliter certaines, en ralentir d'autres. Et puis après, elle fait un vrai travail de mise en cohérence et de mise sur agenda. Donc, par exemple, un des gros leviers d'action de la présidence française, ça sera le levier de grands sommets européens, mais qui sont quand même importants, puisque nous, par exemple, on va organiser une réunion je peux déjà vous dire, enfin, c'est pas encore officiel le calendrier, mais disons début février, des ministres des Affaires étrangères et des ministres de l'économie numérique pour parler de souveraineté numérique européenne, et ça va durer 2 jours. Et donc, ce que je peux vous assurer, c'est qu'on va vraiment creuser avec des témoignages, avec cette idée que l'existence et la pérennité des communs est une partie intégrante d'une stratégie de souveraineté. Mais ce que je porte là, typiquement d'ailleurs la même semaine où nous on fera ça, je sais que le ministère de la Culture et le délégué à la langue française montent aussi un colloque, eux c'est à Lille, sur le traitement automatique du langage, l'intelligence artificielle et la culture. Et on va essayer de profiter, j'en profite pour le glisser là, c'est peut-être moins ce qui vous intéresse, mais on va essayer vraiment de mettre profondément au cœur de l'agenda européen l'idée que si on n'éduque pas les IA dans toutes les langues de l'Europe, eh ben, on sera obligé à la fin de tous parler anglais. Et que, voilà, et que pour ça, il faut des grands métamodèles et qu'il faut les financer. Et la même semaine aussi, Amélie de Montchalin, à Strasbourg, elle fait un colloque plus des ministres de la réforme de l'État pour parler de e-administration. Et là, pour le coup, je pense savoir qu'il y aura une large place accordée au logiciel libre dans l'État, l'open data, etc., etc. Et ça, c'est ce qui est dans mon radar. Il y en a peut-être d'autres aussi. Et je suis désolé de vous dire que moi, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je ne peux pas vous donner une vision d'ensemble. Et l'inconvénient de ça, ça peut aussi laisser des petits trous. Je me suis retrouvé parfois, rarement avec Stéphane, plus souvent avec certains amis de Stéphane, dans des micro-polémiques, parce que oui, donner une prime au libre, ce n'est pas forcément pour autant faire une politique industrielle. Une politique industrielle, d'ailleurs, n'est pas forcément une politique de souveraineté. Et donc, parfois, on se rejoint et parfois, on peut laisser des trous dans la raquette. Je n'ai pas envie de parler trop. Peut-être, Stéphane, tu as envie de répondre déjà sur ce que je viens de dire, quitte à ce que je reprenne encore après. Non, enfin, les informations que tu donnes, évidemment, viennent éclairer cet agenda dont on comprend qu'il doit se situer assez tôt dans le semestre compte tenu du cycle électoral qui va bientôt commencer également. Nous, évidemment, on est, tu viens de l'évoquer, très attachés aussi à l'idée de la mise en place d'une politique industrielle, hein, que ce soit en France ou au niveau européen. Dans le cadre, notamment, enfin, ça s'insère tout naturellement dans le cadre du débat sur la souveraineté numérique, puisqu'on estime que sans un tissu industriel, à la fois de grandes entreprises du numérique, mais aussi de PME, de TPE, de spécialistes, de communautés, etc., il ne peut pas y avoir de souveraineté numérique. Voilà.
bien sûr. Bon, je me permets parce que j'ai l'impression on est en comité restreint et on se connaît bien. Moi, avec Etalab, l'Open Data, la DINSIC, j'ai creusé une dimension qui me semble essentielle, qui est le libre. Enfin, j'ai beaucoup travaillé avec le libre, mais aussi en disant il faut que nous-mêmes on soit contributeurs et qu'on sache produire dans cette logique-là, ce qui veut dire pas seulement libérer les droits de ce qu'on fait, mais bien documenter, partager nos codes sources d'une manière qui soit vraiment réutilisable, etc. Et puis je me suis un peu plus intéressé au grand commun contributif, mais parce que j'avais à faire face à certains problèmes. Je voulais me débarrasser de Google Maps, j'avais besoin d'OpenStreetMap, etc. Mon vieux camarade de promo, Jean-Paul Smets, m'a souvent titillé, d'abord en privé, puis ensuite sur Twitter, en disant « Mais tu n'as pas fait de politique industrielle ?» Alors en même temps, j'étais le DSI de l'État, pas le ministère de l'Industrie. Pour moi, il faut les deux, quoi. Et ça n'a rien d'incompatible. Mais en revanche, ce n'est pas forcément les mêmes administrations qui ont les équipes et les budgets pour faire les deux. Peut-être dans ce qui vous intéresse, vous avez vu que Cédrico a lancé la mission confiée à Bruno Sportis, là, sur... vous l'avez vu ça ou pas? Comme je ne vous vois pas quand je parle, je ne sais pas s'il y a des approbations ou pas. Non. Donc, il a confié au directeur d'INRIA une mission pour essayer de cartographier les briques libres qui sont absolument stratégiques pour l'industrie européenne. Donc, très concrètement, est-ce qu'il nous faut un OS libre pour les téléphones portables, pour l'Internet des objets? Est-ce qu'il nous faut... Enfin, et dans leur tête, ça devrait arriver à la définition d'une dizaine de briques, très tactiques pour le coup. C'est des questions d'ingénieur, là, ce n'est pas des questions de politique. Moi, quand je vais chercher OpenStreetMap, je fais aussi de la politique. Je mobilise les citoyens. Et j'espère qu'on arrivera à faire converger la mission Sportis et ses conclusions et le travail que moi j'ai ouvert qui était plus sur la ligne de front des communs. Donc il y a cette mission-là qui vient d'être donnée par Cédric O et dont on peut espérer des résultats assez intéressants parce que si elle termine en disant voilà, l'indépendance de l'Europe exige les 10 logiciels suivants libres, je pense que ça donnera peut-être un peu plus satisfaction à ce qu'évoque Stéphane. Bien, il y a des questions dans la salle, tu vois, j'ai même pas passé mon déroulé encore, donc on va tout de suite interagir avec les gens qui sont dans la salle. Et je voudrais commencer par te passer Vincent Bergeau d'OpenStreetMap. J'espère qu'il ne va pas démentir ce que je viens de dire. Alors, il ne démentira pas, mais il est connu, Vincent, aussi. Bonjour. Donc oui, en fait, je m'interrogeais vraiment par rapport à la question du plan de soutien au commun qui était évoqué tout à l'heure. Et je me demandais quelle était la pensée pour le soutien au commun par l'intention. Aujourd'hui, OpenStreetMap France, comme vous devez le savoir, est absolument pas une structure qui fait de la presta, qui est vraiment pas d'envie de salariés, vraiment dans aussi quelque chose qui est de l'ordre plutôt du lobbying. Et donc je me dis, mais comment soutenir un projet comme OpenStreetMap quand on est à l'endroit où vous êtes? Qu'est-ce qu'on peut soutenir? Et là je parle d'OpenStreetMap spécifiquement, c'est celui que je connais le mieux. Qu'est-ce qu'on peut comment vous envisagez un soutien à ce commun? Alors ça peut être communication, politique, ainsi de suite, mais après est-ce que c'est moi j'essaye de ne pas me limiter à la communication et politique. Je sais, c'est pour ça que je voulais des pistes plus précises. Non, mais d'abord, c'est parti justement comme ça. J'ai essayé d'introduire dans le logiciel des diplomates l'idée que la souveraineté, c'était pas que tenter d'opposer des monopoles aux monopoles existants et que ça pouvait être aussi de distribuer différemment le pouvoir avec moins de domination. Là, je le dis dans un registre très politique. Et une fois qu'ils ont compris le truc, que c'était une autre orientation stratégique, celle qui s'assure que personne ne contrôlera le marché, ils ont adoré. Donc, ça a commencé à bouger. Donc, effectivement, après, je me suis dit, il faut aller plus loin, il faut joindre le geste à la parole. Et pour l'instant, je suis dans une phase de mise sur agenda de ça. Donc, j'ai convaincu l'interministériel français, j'ai convaincu mes homologues dans 4 ou 5 pays d'Europe, et je vois le DG Connect la semaine prochaine. Moi, justement, pour que ce ne soit pas que des mots, j'ai commencé par me dire,
déjà, si on avait un peu d'argent pour pouvoir aider de manière tactique quand les gens en ont besoin, ça serait peut-être bien. On est assez grand quand même pour comprendre qu'il ne faut pas que ce soit unilatéral et venant de l'État. Donc j'ai commencé à dire qu'il faudrait faire une fondation co-gérée avec les grands commoners pour que les règles de décision de où on met l'argent soient collectives et soient transparentes. Attention, je ne vous promets rien là, je vous explique ce qu'on essaye de faire. Hein. Peut-être que dans 6 mois, on se rendra compte qu'on s'est heurté au mur du réel. À la limite, à l'heure où je vous parle, je pense que ce n'est pas forcément très difficile d'arriver à trouver une cagnotte européenne de 100 millions d'euros pour pouvoir intervenir de ci, de là. Ça, on peut parler 2 secondes d'OpenStreetMap, mais par exemple, je pense que de temps en temps, vous pourriez être content de pouvoir avoir plus de serveurs et on peut trouver une manière qui ne soit pas dominatrice de donner un coup de main. Ou alors, il faut être intelligent, ou alors on décide qu'il faut des serveurs relais, au moins pour les usages en Europe, j'en sais rien encore. Ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai commencé à discuter avec les écosystèmes, j'ai vu qu'il y a aussi tous les communs émergents, en fait, tous les gens qui sont en train de bâtir quelque chose qui a vocation à devenir un commun. Vous savez peut-être que d'ailleurs moi-même, si vous voulez, je prendrai 5 minutes pour vous parler de l'Open Terms Archive. J'en fabrique un, j'essaye d'en fabriquer un, on verra si on y arrive. Et j'ai eu beaucoup de retours qui me disaient, vous savez, quand on essaye vraiment de construire un commun, on se pose des questions incroyables. Est-ce que si je prends le statut de fondation de droit européen, je ne risque pas de faire perdre l'exemption fiscale aux entreprises françaises qui me donnent de l'argent? Est-ce que je risque de perdre les grants américains? Et à l'inverse, si je suis une fondation de droit américain, est-ce que je perds les subventions européennes? Et moi, j'ai vaguement l'impression, mais ça naît de conversations, et on va les continuer, ces conversations, et vous nous direz si on se trompe, que peut-être qu'il y a aussi la place pour une espèce d'incubateur des communs capable de donner de l'expertise technique, juridique et administrative. Et donc, au début, on ne sait pas mieux que les autres, mais à force d'en aider 1, puis 2, puis 10, puis de voir les problèmes les uns des autres. Enfin, moi, il me semble qu'avec Cap Digital, on avait fini par être utile parce qu'il y avait une équipe de 8 personnes qui passait sa vie à aider les startups. Et au bout d'un moment, son savoir de tout ce qui existait comme dispositif d'aide était grand puisqu'elle avait vu les problèmes de milliers de startups. Donc, je me demande s'il ne faut pas concevoir un truc qui soit à la fois un fonds de soutien et une espèce d'équipe dédiée à trouver dans les administrations nationales et européennes l'expertise technique dont on a besoin. Et tout ça est encore assez ouvert, et notamment ouvert aussi aux bonnes suggestions, donc on est très preneur d'idées. Dès qu'on aura eu le feu vert officiel pour porter l'idée, je pense qu'on commencera on ouvrira une phase de consultation ouverte, mais là c'est simple, on va présenter le projet à l'Élysée dans 15 jours. Ils savent déjà, ils sont déjà favorables, hein, mais j'attends le feu vert officiel pour le lancer. Mais dites-moi tout de suite si vous pensez qu'on est en train de rater quelque chose. Je ne prétendrai pas dire qu'on est en train de rater quelque chose. Je pense que c'est des modèles qui sont justement complètement aussi nouveaux dans les formats. Et justement, je n'arrive pas à voir comment il peut y avoir des modalités classiques d'action, de soutien financier ou autre. Donc j'entends du coup là les idées. Parce que je pense que aussi bien les local chapters en Allemagne, en Croatie, en France et tout ça, c'est pareil, c'est des structures non lucratives, ainsi de suite. Donc je ne suis pas sûr que ça soit des financements qui soient le meilleur endroit. Et en même temps, comment trouver aussi d'autres structures, peut-être effectivement de professionnels travaillant sur ces communs, et en même temps sans tomber non plus dans l'alimentation d'entreprises classiques. Voilà. Ni le patron design, ni le patronage en disant je suis l'État, j'arrive avec mon chéquier, maintenant c'est moi qui vais organiser le truc. Après, j'ai une autre conviction, et notamment parce que vous le savez, j'ai beaucoup travaillé avec OpenStreetMap. Je pense que la puissance publique, quand quelque chose existe, elle n'a qu'à ne pas s'en mêler. Si ce qui existe demande de l'aide, il faut aider. Et puis nous, on peut aussi intervenir là où on a l'impression qu'il y a un gros trou. Peut-être, du coup, si Jean-Christophe m'autorise, je vous partage le projet dont on est assez fiers quand même dans l'équipe, qu'on essaye de porter nous, qui s'appelle Open Terms Archive. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose ou pas. Je t'en prie, Henri, vas-y. Est-ce que la salle a déjà entendu parler d'Open Terms Archive?
1 sur 4, 5, 10, 15, 1 sur 15. Bon. Si ça marche, je serais vraiment fier du truc. Mais là aussi, c'est le démarrage. Nous, on est tombé là-dessus parce qu'on s'est rendu compte que quand les GAFA nous protègent quelque chose, nous promettent quelque chose, on ne sait pas s'ils le font ou pas. Et en particulier, je vous donne l'exemple, on travaillait sur les questions de désinformation, de manipulation des campagnes électorales. Et je ne sais pas si vous savez, mais en décembre 2018, les boîtes de tech avaient signé avec l'Europe un Code of Conduct des élections européennes. Et puis, ils avaient promis de faire la transparence sur les publicités politiques. Et ils l'ont fait, mais que 2 mois après les élections. Et nous avons pris la main dans le sac, Facebook, qui a sous nos yeux effacé 1/3 de la base de données de publicité politique et qui n'a jamais accepté de nous expliquer pourquoi ils avaient effacé ce tiers-là. Et on a aussi pris la main dans le sac Google, qui avait promis qu'il empêcherait dans l'App Store les applications qui faisaient semblant d'être un État quand elles n'étaient pas un État. Et ils ont changé leur CGU que 6 mois après les élections. Et on s'est rendu compte qu'on ne savait pas suivre ça et que l'endroit finalement où on pouvait voir s'ils mettaient en œuvre ce qu'ils avaient promis, c'était les conditions générales d'utilisation. Et puis après, on s'est rendu compte que les conditions générales d'utilisation, c'est vraiment la merde, puisque chacun d'entre nous, même vous qui êtes des libristes et qui sans doute étaient un peu plus averses que d'autres au consumer Internet, mais un internaute normal, il faudrait 1 an, vraiment 1 an pour lire vraiment les conditions générales d'utilisation qu'on a acceptées. Et même si vous les lisez, après, il n'en demeure pas moins qu'elles changent tous les 15 jours sans que ces changements vous soient notifiés. Et donc déjà, c'est un problème, et c'est même un problème de respect du consommateur et des citoyens. Mais c'est aussi un problème pour le législateur, parce qu'il y a un jeu d'interaction très subtil entre le droit et le contrat. Et donc, par exemple, là, pour une fois, je vais taquiner une boîte française. Quand on fait la loi sur l'open data en transport, la loi Macron, quand il était ministre, qui oblige tous les opérateurs de transport, même privés, à publier leurs données de transport, ben Blablacar, ils changent un peu leur intitulé et ils disent « Moi, je ne suis pas un acteur du transport, je suis un acteur de la mise en relation des gens, donc je ne suis pas obligé de faire l'open data en transport. » Mais ça, c'est un cas presque rigolo, mais vous voyez comment ça peut être grave si vous prenez une législation et que les gens y échappent juste en changeant les termes of services. Et puis les régulateurs, la DGCCRF, la CNIL, l'ARCEP, le CSA, ils n'ont pas d'outils pour savoir si nos décisions ont vraiment été mises en œuvre et quand et à quelle heure, etc. Et puis j'ai envie de dire, ça c'est des problèmes pour les Européens. Dans le reste du monde, à mon avis, il y a un truc encore plus grave, c'est que le cadre juridique global, la common law, si je puis me permettre, elle est définie en fait par les termes of services des boîtes. C'est-à-dire, si vous allez en Afrique, le droit de la vie privée, le droit de la modération de contenu, le droit de la sécurité financière, en vrai, ils sont inventés dans les conditions générales d'utilisation des boîtes et d'une manière qui n'est pas contrôlable, puisqu'il y a des milliers de conditions générales d'utilisation qui changent tout le temps et qui font chacune, sont plus longues qu'un roman, quoi. Et face à ça, avec ma petite équipe, mais il y avait un certain Mathis Schneider que certains d'entre vous connaissent peut-être, on a eu l'idée d'essayer de fabriquer la base de données. Alors, la cible, c'est la base de données de toutes les conditions générales d'utilisation du monde, pour toutes les boîtes du monde, dans toutes les langues du monde et sous toutes les juridictions. Et de la faire le plus proprement possible pour que chacun puisse s'en servir pour analyser ce qu'il veut, bâtir des services là-dessus, etc. Et on a commencé humblement avec 2 développeurs. Mais dès le début, on a tout mis en licence libre, on a tout mis sur GitHub. On a pensé à dire, si tu veux, tu prends les données brutes. Si tu veux, tu tapes via une API, machin. On a montré, on s'est organisé pour recevoir les pull requests. Et on a fait un vrai travail pour essayer de faire grossir la communauté. Et donc, assez facilement, finalement, il y a d'abord les gens qui faisaient Toastback aux Pays-Bas qui ont trouvé que nos choix techniques étaient assez intéressants. Et ils ont commencé à poser leurs archives chez nous, et on travaille ensemble. Ensuite, il y a le Global Disinform Index, qui lui est britannique, qui avait besoin de pouvoir avoir toutes les conditions, mais seulement les content policies, les règles de régulation des contenus. Mais ils nous ont amené tout ce qu'ils avaient recueilli.
Ensuite, Audrey Tang à Taïwan a traduit en chinois. Et on continue à essayer de faire grossir la pelote. Et donc là, au bout d'un an, avec toujours que 2 développeurs, on a à peu près 800 contrats de nombre de 500 boîtes. Et quand on les a, les contrats, parce que sinon ce serait facile s'il fallait juste aspirer une fois, nous, on fait un call où on scrape, suivant, ça dépend, toutes les heures, et on archive tout l'historique. Et à la demande du village, je ne sais plus quoi, de gens de la communauté Legal Tech, on s'est même organisé pour pouvoir fabriquer une date certaine opposable en justice, pour qu'éventuellement des gens puissent dire non, non, moi quand j'ai signé les CGU il y a 3 ans, elle ne disait pas ça, et voilà ce que j'ai accepté vraiment. Et je vous en parle parce qu'à la fois, donc, enfin, nous, notre cible, elle est très claire, c'est dès qu'on est une communauté assez grosse, que ne soit plus l'État le seul porteur et que ça devienne un commun authentique, donc gouverné par sa communauté de contributeurs. Et on le dit aux gens et on le prouve par notre attitude, mais on le prouvera surtout quand on le fera en vrai. Et ça me permet de montrer aussi que parfois le détour par les communs il peut être un peu tactique et il peut servir à faire des politiques publiques d'une manière très nouvelle. Parce que finalement, face à ce problème de l'inflation des conditions de généralisation, on aurait pu prétendre faire un règlement européen pour dire les CGI ne doivent pas faire plus de 3 pages. On aurait pu coller des centaines d'agents à la DGCCRF pour relire tous les jours et engueuler les boîtes quand elles font des CGU illégales. Mais faire un outil et le faire ensemble, c'est une approche que je trouve plus intéressante et plus moderne. Voilà, donc en tout cas, j'avais envie de vous raconter cette histoire-là et de dire que bien sûr, on est hyper preneur d'appui, de soutien, de contribution ou de réutilisation. Si on peut t'aider de quelque manière en Nouvelle-Aquitaine, on le fera, Henri. Eh ben, en particulier, il y a un truc qui commence à devenir sympa. On commence à avoir plusieurs propositions de faire des contributons, mais un peu thématiques. Et notamment, quand on le travaille bien, ça peut être intéressant. Vous savez, j'espère tous que Alexis Kaufmann a été recruté à la DNE. Je ne sais pas s'il est dans la salle, là. On s'est dit que ça serait intéressant de prendre quelques lycées, de faire prendre conscience à la communauté éducative de tous les logiciels qu'ils utilisent et de tous les CGE qu'ils ont acceptés, et de faire ensemble un contributon pour charger toutes les données qu'utilise un lycée. Donc ça, c'est fait pour les DUCNAT, mais par exemple, on pourrait faire ça avec les collectivités locales, tu vois. Après, en vrai, moi, j'ai aussi besoin de contributeurs tech qui disent « je prends un bout et je développe une fonctionnalité qui manque ». Mais ça, c'est... Je n'ose pas demander ça comme ça. À ta disposition. Un petit hackathon de contribution, ça, c'est pas dur à organiser. À ta disposition pour échanger sur ces sujets, pour voir comment on peut aider en région. Il y a d'autres questions dans la salle, il y a d'autres gens qui veulent interagir avec toi. Je te laisse te présenter. Oui, bonjour, merci Jean-Christophe. Je m'appelle Pierre. Je contribue à la société Data Player et on fait de l'interopérabilité des données avec Solid ActivityPub. Et je regrette que vous ne soyez pas là parce que j'aimerais bien boire une bière. J'ai à peu près 50 000 questions qui me sont venues. La première, on parle beaucoup de commun. Du coup, commun numérique. Et je me demandais, ça serait quoi les caractéristiques pour vous d'un commun? Vous avez commencé à y répondre en parlant d'une gouvernance un peu autogérée, mais je me disais, tiens, ça serait quoi les caractéristiques? J'ai entendu aussi logiciel libre open source. Et c'était ma première question. La seconde, c'était quelle histoire on raconte? J'entends beaucoup qu'on fait des choses, on va soutenir les communs, mais derrière, en fait, c'est quoi le projet à 10 ans? Quel est le projet politique? Dans quelle histoire on va? Voilà, quelle est l'histoire qu'on raconte? Et puis, je mets 3 questions, peut-être que je rajouterai peut-être après, mais la troisième, c'était, il y a aussi des communs de type hardware. Il y a des dépendances un peu partout parce que il y a des serveurs et un des trucs qui m'intéresse c'est les câbles là qui passent en Amérique, qui passent en Afrique et eux c'est pas hyper commun ça je crois. Et est-ce que ça a votre attention ou pas? Ok, bon d'abord sur la première question, je vais répondre assez facilement. Je connais la différence entre libre, open source, commun.
open hardware. Et elles sont, dans certains contextes d'action, elles sont importantes, mais parfois, certainement pas vous ici ce soir, mais il y a aussi des gens qui passent trop de temps à écrire le bon catéchisme pour être sûr qu'on ne se trompe pas et qui oublient les logiques d'action. Donc, par exemple, pour moi, il y a quand même une famille, tout ça, c'est quand même la même famille, et suivant les cas, moi, j'ai fait des logiciels libres, de l'open source, où je n'ai pas osé en faire, parce que dans certaines de mes boîtes, je me disais c'est trop dur d'inventer un bon logiciel, puis d'inventer un nouveau business model fondé sur le service. Et j'ai fait aussi, quand j'ai créé 3 entreprises dans ma vie, je n'étais pas toujours dans l'open source, quoi. Donc, il y a plein de définitions, elles décrivent chacune un fragment du réel, mais il faut savoir si on a besoin de les employer ou pas. Pour moi, j'appelle commun un machin, qui peut être du soft ou du hard, c'est vrai, contributif et gouverné par la communauté des contributeurs. Donc, c'est somme toute assez simple, c'est quand la gouvernance est faite par les contributeurs. Ce qui donc n'est pas tout à fait la même chose on peut aussi faire des logiciels libres très fermés. Il est libre, mais j'accepte aucun commit, aucun pull request, je ne fais jamais de commit. Ça peut arriver, il y a certains logiciels libres qui ne sont pas des communs. Il faudrait voir d'ailleurs si c'est des communs qui ne sont pas libres, j'en sais rien. Et comme je l'ai dit à Stéphane tout à l'heure, je pense qu'il faut faire feu de tout bois là. Il faut plusieurs stratégies en parallèle. Parce que moi, je serais content qu'il existe aussi en Europe un OS souverain pour les téléphones portables. Moi, dans les endroits où j'ai été, je me suis plus souvent retrouvé avec OpenStreetMap ou OpenFoodFacts. Vous vous rappelez peut-être quand on a créé OpenFisca, qui était plus des trucs avec des milliers de contributeurs, millions pour OpenStreetMap. La cible à la fin, elle peut aller très loin parce qu'effectivement, moi je crois que l'Europe peut être le continent qui d'une part, premièrement, on est presque les derniers à défendre les valeurs fondatrices d'Internet. Un système décentralisé, ouvert, libre. Au fond, les Russes et les Chinois veulent la peau de ça depuis le début. Les Américains ont abandonné la bataille, ont confié les trucs à la Silicon Valley, et la Silicon Valley s'en fout un peu, en fait. Et là, ça me permet de répondre à la question sur le câble. Oui, le cœur public d'Internet, c'était un commun, en fait. Quand c'était nécessaire, on rajoutait un câble, etc. Et oui, on sent une sorte de tension qui fait que c'est pas hostile à ce commun, mais les boîtes, pour se sécuriser, notamment en matière de cybersécurité, elles ont tendance à dire, en tout cas, j'aurai mon propre câble et je l'opérerai moi-même, et j'aurai mon data center et j'aurai mes routeurs. Et il y a un risque que plus personne ne se soucie de financer la partie commune d'Internet. Et en plus, puisqu'il a été question des câbles, oui, la question des câbles, pour le coup, ça rappelle des bons souvenirs de géopolitique à l'ancienne à beaucoup de gens. Et donc, il y a en ce moment des questions, mais qui ne sont pas portées chez nous, pas portées chez les gens du numérique, en fait, pour savoir si on peut... si je envoyais un message en Nouvelle-Zélande sans passer par la Chine, quoi. Et donc, il y a en ce moment des grandes manœuvres pour réfléchir à des systèmes de câbles un peu indépendants les uns des autres, qui ne sont pas tellement confiés aux gens du numérique. Donc, je reviens à mon histoire de commun, parce que la question numéro 2, c'était la cible. Donc, je disais, l'Europe est probablement, mais devrait l'être de manière très assertive, le continent qui est le plus proche des valeurs initiales d'Internet. Et 2, précisément en creusant un peu cette frontière-là des communs, moi, j'espère pouvoir porter un contre-témoignage. Vous savez, une des choses qui nous préoccupe le plus, là, c'est que, honnêtement, les Chinois et les Américains ont décidé que c'était la nouvelle guerre froide. Ils ont décidé, vous le savez aussi bien que moi, de désimbriquer totalement leur stack technologique. Ils commencent, j'ai fait allusion tout à l'heure, à s'affronter notamment à l'Union internationale des télécommunications, y compris sur la norme TCP/IP. Hein, donc, c'est grave, quoi. C'est sur des choses profondes, quoi. La plupart des analystes disent non, les Chinois n'arriveront pas à convaincre l'Occident de changer de protocole, et je pense que c'est vrai. Mais qu'est-ce qui se passe s'ils disent c'est pas grave, nous on en prend un autre? Nous en Chine. Ça fait peur, hein, parce que si on fait ça, après vous avez un monde qui a une très grande instabilité stratégique, puisque on peut débrancher l'infrastructure de l'autre sans péter la sienne. Donc ça, c'est très tentant ensuite. C'est un contexte très favorable à l'escalade, quoi. Donc dans ce monde-là, si l'Europe a dit, mais vous savez, la souveraineté,
c'est pas forcément sur le dos de quelqu'un, c'est pas forcément en dominant l'autre. Si on cherche seulement l'autonomie stratégique, si on cherche à rester libre, on peut faire un monde où plus je suis libre, plus les Allemands sont libres, et plus les Européens sont libres, plus les Africains sont libres. Et donc, chaque fois qu'on a mis en circulation un outil émancipateur, contributif, en fait, c'est des degrés de liberté pour tout le monde, sauf peut-être pour M. Zuckerberg, mais ça, c'est pas grave. Et donc, c'est un peu ma deuxième idée, c'est que nous soyons le continent qui porte l'idée d'une souveraineté non rivale et coopérative, à travers un exemple qui est de dire, mais regardez, quand on a décidé, j'en sais rien, de tous s'organiser pour utiliser OpenStreetMap, contribuer à OpenStreetMap et s'assurer que quand même ils aient assez d'argent pour payer tous les serveurs qu'il faut pour qu'on ne fasse pas tout péter quand on se met tous à tirer dessus, ou alors un système distribué où il y a des serveurs relais. Si on arrive à montrer ça, ça a une valeur d'exemple pour bien d'autres sujets, quoi. Et mon troisième rêve, et là ça va peut-être faire plaisir à Stéphane, je ne sais pas, c'est que en particulier, les 27 pays d'Europe essayent que les stacks technologiques des États soient entièrement libres, parce qu'on est un peu con là quand même, on achète 27 fois la même chose. Et du coup, porte ça, mais du coup, exporter le libre, c'est pas dur. Vous savez, il y a une de mes grandes fiertés, vous savez peut-être, quand j'étais d'Indic, on a fait France Connect. France Connect, maintenant, il y a 30 millions de Français qui s'en servent. Il y a une petite équipe d'anciens Data Lab, mais ils étaient 3, hein. Et ben, ils l'ont vendu au Vietnam. Et maintenant, il y a Vietnam Connect, qui est une transposition au Vietnam du code source de France Connect. Et ils ont pu le faire à 3 parce qu'ils ont pris un socle libre qui existait déjà, quoi. Et du coup, d'ailleurs, pardon, je suis un peu brouillon, mais on a même exporté du RGPD sans le dire, puisque quand on exporte France Connect, on exporte les sécurités que la CNIL avait exigées pour France Connect. By design. Donc aujourd'hui, dans Vietnam Connect, comme dans France Connect, les citoyens vietnamiens, ils peuvent effacer leurs traces s'ils veulent, parce que comme ils ont copié-collé, les sécurités sont là aussi. Et donc mon rêve ultime, c'est qu'en particulier, on décide d'asseoir les États d'Europe, les 27, sur un socle complètement libre, et qu'on le partage largement. Et si je dis sans arrêt l'Afrique, c'est parce que vous le savez comme moi, c'est à la fois le continent qui, pour l'instant, a le moins accès à Internet, hein, c'est moins de 50% de la population, et c'est le continent où un certain nombre de puissances, dont la Chine, dont Facebook, mais d'autres aussi, Elon Musk, etc., sont en train de leur dire, si tu veux, je te déploie Internet, et en fait, ils déploient un faux Internet, qui est fermé, qui est propriétaire, qui est centralisé. Et donc, en fait, si on n'arrive pas, nous, à les convaincre d'asseoir le développement du continent sur des solutions ouvertes, ils vont rentrer tout de suite dans un Internet de domination et d'exploitation. Donc, du point de vue de la diplomatie, voilà un peu notre roadmap et voilà ce qu'on essaye de faire. Une fois encore, j'en parle ici parce que je me sens en famille, mais je promets rien, c'est notre combat. On va essayer de le faire. Il y a beaucoup d'alliés, beaucoup plus qu'on le croit, mais c'est un long chemin quand même, ce que je vous raconte là. Merci Henri. On a une autre question, je vous laisse vous présenter. Oui, enchanté. Moi, je suis Gracien Desormeaux. Je travaille dans une start-up parisienne qui fait du chatbot. Bon, ça n'a pas grand-chose à voir avec la question que je vais vous poser. Moi, j'aimerais rebondir un peu sur ce que vous venez de nous raconter, ce que vous avez dit au début vis-à-vis de la dimension où il y a certaines personnes qui, derrière le terme souveraineté, entendent immédiatement protectionnisme. Et en fait, pourquoi derrière, je me pose franchement la question, pourquoi un peu de protectionnisme en matière numérique serait forcément mauvais? Si on prend, je sais pas, si on prend l'exemple de communs qui seraient suffisamment aboutis, prenons par exemple l'exemple d'OpenStreetMap dont on a beaucoup parlé, en fait, à quel moment on pourrait estimer qu'OpenStreetMap est un commun suffisamment bon pour se permettre de se dispenser d'autres services fournis par des entreprises tiers, étrangères. C'est anglais, donc il partirait après le Brexit et les Européens ne pourraient pas s'en servir. Ça serait dommage. Enfin, vraiment, il y a cette dimension. Si je prends l'exemple de Facebook, aujourd'hui, il y a tout un tas de personnes qui se disent que l'apport global de Facebook aujourd'hui est plutôt néfaste et finalement qu'on paye, enfin, on subit plus Facebook qu'on en tire des avantages au niveau sociétal. Alors, c'est tout à fait... c'est quelque chose qui est sujet à beaucoup de discussions, mais en fait, à quel moment on pourra se permettre de se dire, finalement, mettre des barrières un peu franches, un peu radicales, pour se dire ce que nous apporte
telle société, ce qui nous vient de tel pays, finalement, on met un Ça, stop. c'est pas la même chose que le protectionnisme. Par exemple, aujourd'hui, dans nos infrastructures 5G, il y a très très peu de Huawei, et pas parce que d'ailleurs on a dit la Chine c'est méchant, ni même Huawei c'est méchant, parce qu'on a audité tout le matériel, et dès qu'on considérait qu'il y avait une faille de sécurité, on ne prenait pas. Mais ça, c'est pas du protectionnisme, c'est de la cybersécurité. Pardon, je continue, moi je coupais un peu la parole, mais je voulais bien qu'on continue l'échange. Bon, vous m'envoyez là sur un sujet dangereux, et je ne sais pas si Jean-Paul Smets est là, mais il va m'engueuler si je dis le fond de ma pensée. Jean-Paul, non, Jean-Paul, si tu nous écoutes. Non, il était là ce matin. Non, mais attendez, plusieurs choses. Bien sûr qu'on a le droit, peut-être même le devoir, de veiller à être... on a le devoir de veiller à avoir des entreprises prospères, exportatrices, contributives à l'innovation mondiale, etc. Oui, c'est vrai. Et il faut le faire intelligemment. Moi, j'ai quand même dirigé pendant 6 ans, présidé Cap Digital, donc une politique publique qui était une politique industrielle. Mais elle me plaisait parce qu'elle était bottom-up. Ce n'était pas l'État qui, d'en haut, décidait ce qu'il fallait faire. C'était l'État qui donnait des sous quand un écosystème venait lui proposer une stratégie. Donc, bien sûr qu'il faut le faire. Donc, mon problème, il n'est pas sur le fond, il est sur la méthode. Et sur la méthode, j'observe... Je vais quand même faire 2 remarques qui peut-être fâchent. C'est mes convictions personnelles. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, surtout, moi, je peux rester un peu plus qu'après 16 heures, si vous pouvez. Vous répondez et on échange. Moi, je crois que la France a été un très grand pays de l'informatique jusqu'aux années 2000, avec Bull, avec Thomson, avec Thales, qu'on a inventé. Louis Pouzin a inventé le routage par paquet qui a donné TCP/IP. On a inventé la DSL, le triple play. On était quelque chose, quoi. Et qu'on a raté la révolution numérique, celle de la Silicon Valley, celle du web, parce qu'au fond, notre culture à nous, l'innovation ouverte, décentralisée, tirée par les usages, c'était pas notre genre de beauté. Mais on l'a aussi raté parce que face à ça, quand on a commencé à perdre la main, les grandes entreprises françaises sont allées voir l'État et lui ont dit protégez-moi. Et l'État, au lieu de les... Enfin, en gros, si je devais dire un slogan, aider l'industrie française dans la compétition internationale, c'est l'aider à gagner dans la compétition internationale. C'est pas l'aider en la protégeant de la compétition internationale. Et ça peut demander de l'argent. Hein. Je ne dis pas du tout le contraire. Mais je dis aussi que s'il y a de l'argent, il doit être exigeant. Il doit dire, je vais vous aider, mais vous devez devenir un leader mondial. Et c'est pas, je vous mets sous cloche et je fais des petites sécurités. Alors, je suis d'accord que parfois, dans une trajectoire de soutien, une protection provisoire, ça peut être utile. Après tout, les Chinois, ils ont fait leur Internet comme ça. Hein. Ils ont laissé un peu entrer les GAFA, puis ils ont dégradé le service et ils ont protégé artificiellement Tencent, Alibaba et les autres. Mais quand même, il faut être clair qu'à la fin, le but, c'est que les boîtes, elles aient le niveau mondial, une sorte de rang mondial. Et donc, l'argument consistant à dire il faut m'aider parce que je suis français, il n'est pas suffisant. Et je trouve que il y a 20 ans, on avait un peu baissé la garde là-dessus. On a aidé trop de solutions juste parce qu'elles étaient françaises. Et à un moment, on a un peu décroché de la compétition internationale. Et en plus, je trouve qu'on était en train de revenir là. Et je réentends trop souvent des gens qui me disent il faut m'aider parce que je suis français. Et donc, je dis non, il faudrait me convaincre que vous avez une chance réelle de devenir un champion du monde. Et là, il faudrait vous aider. Bon, par ailleurs, rassurez-vous, ce n'est pas moi qui distribue les sous. Je ne fais pas de politique industrielle, je fais de la diplomatie. Je me permets de glisser une deuxième remarque. Cette idée que la sécurité totale et l'autonomie, c'était l'intégration verticale d'une chaîne industrielle complète, entièrement française. Au fond, elle nous vient des militaires. Quand on fait le Rafale, s'il y a un boulon du Rafale qui est fabriqué en Chine, la Chine peut bloquer la chaîne de production en coupant l'approvisionnement en boulons. Rien ne nous dit que c'est pareil dans les métiers grand public, consumer. Et il y a une deuxième chose qui a changé, c'est que quand on a inventé le Rafale, on était dans un monde où en fait le B2B était toujours meilleur que le B2C. Si je vous disais, ça c'est le système de radio du Rafale, vous saviez que ça voulait dire qu'il était meilleur que le système de radio grand public.
Je pense qu'un des trucs que la révolution numérique a bouleversé, c'est que maintenant, il y a un certain nombre d'industries où le B2C a atteint des performances qui sont meilleures que le B2B pour toujours. À Shenzhen, il y a des usines qui fabriquent 1 milliard de pièces par an. Ils ont atteint des optimums de performance, de contrôle qualité et de prix incroyables. Et donc, il faut se rendre compte que ce n'est pas parce qu'on met le paquet tout seul en France avec le corps des mines qu'on fera mieux que ces trucs-là. Et enfin, et j'ai terminé parce que vraiment, je ne veux pas donner des leçons là, je veux bien qu'on discute, je cherche moi aussi, hein. Je veux que quelqu'un me réponde. Mais si j'ai raison, ça veut dire que souvent, l'interopérabilité, c'est au moins aussi important que la nationalité du fournisseur. Vous savez, les économistes, ils vous disent qu'il y a 3 manières d'être autonome en fait. La première, c'est si vous faites tout vous-même. La deuxième, s'il y a un vrai marché libre et concurrentiel, avec assez d'offres et de demandes pour atteindre un optimum de prix. Et moi, j'ajoute, et la troisième, c'est les communs, où il n'y a aucun patron parce qu'on ne peut pas vous exproprier. Donc parfois, la stratégie d'interopérabilité, de portabilité, ça vous donne aussi l'autonomie stratégique. Et par exemple, alors là, je vais me faire encore plus d'ennemis peut-être. Gaia X. Gaia X, ça s'était fait pour dire on veut que les solutions de cloud qui sont utilisées en Europe soient suffisamment interopérables pour qu'un client puisse changer de fournisseur facilement et aussi pour que des boîtes puissent se regrouper pour répondre ensemble à un appel d'offres. Moi, vu de loin, hein, c'est pas porté par moi, mais ça m'a l'air d'être une belle politique. Et puis j'ai vu, alors de loin aussi, j'ai peut-être raté quelque chose, et peut-être que Stéphane va m'expliquer que j'ai raté quelque chose. J'ai vu les sarcasmes sur Twitter quand Microsoft a dit « je rejoins Gaia X ». Et les gens dirent ah, bah, c'était bien la peine de faire un truc souverain si c'est pour que Microsoft en profite. Mais pour moi, le fait que Microsoft, si c'est vrai, il faut aller vérifier dans le détail, accepte les règles de portabilité et d'interopérabilité qu'on veut en Europe, ça, c'est plutôt une victoire de la souveraineté européenne, parce que ça veut dire qu'on ne laisse personne nous installer des solutions enfermantes et bloquantes. Là, j'ai conscience que j'ai dit des choses qui peut-être ne plaisent pas à tout le monde, mais discutons aussi. Et voilà, moi, je voulais vous dire ça. En tout cas, c'est le fond de ma pensée. Alors, effectivement, la présence dans la salle de Jean-Paul aurait été intéressante, mais je crois qu'il est reparti sur Paris. Stéphane, tu veux réagir? Oh là, tu as fait lever Stéphane très vite de son siège. Excuse-moi Henri, moi aussi j'ai un train à prendre dans quelques minutes, mais juste... Donc je vais gagner par forfait en fait. On n'est pas les seuls à avoir réagi sur Gaia X. Il y a un article qui est paru dans une revue allemande dont le nom m'échappe, enfin une revue, je ne sais plus, ZDNet allemand ou quelque chose comme ça, l'équivalent, et qui est passé il y a quelques mois, que j'ai d'ailleurs cité, c'est peut-être ça que tu as vu, mais on n'est pas les seuls, les Allemands aussi, ou en tout cas il y a un certain nombre de PME allemandes qui font partie de Gaia X, et je pense qu'il y a pas mal de PME, que ce soit en France, en Allemagne ou ailleurs, qui se sont sentis obligés ou qui ont voulu payer pour voir, et qui voient une grosse machine bureaucratique. Enfin, ils ne se reconnaissent pas dans le mode de fonctionnement de Gaia X, qui est très opaque, très cloisonné, etc. Et une citation qui était dans cet article, c'était... qui est rigolote, mais qui est vraie, c'est dans Gaia X, la seule chose qui est européenne, c'est les clients. Donc, effectivement, avoir un terrain où on met des règles d'interopérabilité, bon, c'est un domaine sur lequel nos associations se battent depuis 20 ans. Bon, c'est un sujet, mais on a aussi monté en parallèle, et tu dois le savoir, l'association ou la fédération Euclidia. Euclidia, c'est un complémentaire de Gaia X, c'est pas l'anti-Gaia X comme ça a pu être écrit, mais c'est clairement complémentaire. Et là, il s'agit vraiment de faire la promotion des technologies européennes de cloud. Et dont certaines sont... Tu permets de faire un deux doigts, comme ils disent entre diplomates, donc une très courte interruption. Si ce que tu dis est vrai, d'abord, ça ne change rien à ce que je disais, et je suis malheureusement prêt à croire que tu as raison. Je vous ai dit aussi, tout dépend de l'exécution et de voir si ce qui est annoncé est vrai. Hein. Donc, quand j'ai travaillé à la DINSIC avec Pierre Pezzardi, on disait tous les jours quasiment, le vrai problème de l'État, c'est la tragédie de l'exécution. Donc, l'intention est claire et bonne, et après, c'est mis en œuvre de manière pourrie qui plante l'intention initiale. Ça, je ne suis pas allé vérifier parce que ce n'est pas du tout les politiques dont je m'occupe, mais
je suis prêt à te croire. Alors, Mais ça n'empêche que dire qu'une stratégie de souveraineté peut passer par une stratégie d'interopérabilité et de portabilité reste vrai. Mais là-dessus, encore une fois, on est d'accord, et ça fait 20 ans qu'on se bat sur ce sujet, mais on pense aussi qu'il faut avoir comme objectif final de faire la promotion d'un écosystème industriel européen, parce que si à un moment, tous les acteurs, tous les industriels sont étrangers et que nous, on essaye d'imposer nos règles, ben on n'a plus de levier pour le faire. Voilà. Non, mais je suis d'accord, mais pardon, parce que j'ai peut-être froissé les uns les autres. Je suis entièrement d'accord. Mais vous les voyez, vous? Enfin, moi, je vois les gens qui croient qu'on peut réussir sa boîte en recrutant 5 énarques pour aller faire du lobbying dans les cabinets ministériels. C'est ça que j'essaye d'empêcher, en fait, quand je dis ce que je viens de dire. Il faut quand même être excellent et avoir des clients, et après, l'État aura le devoir de vous aider. Écoute, on aura l'occasion de se revoir, j'espère, bientôt en présentiel et d'échanger sur tous ces sujets. À bientôt, alors. Merci beaucoup, Henri. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.